Good morning and welcome everyone. Today, as every time we've got to show you some expensive LGBT+ friendly products, we're very excited. Our team worked very hard to show you this new brand chapter and we can't wait to talk about it. It comes with a step further this year with an exclusive new design and colors too, like my favorite blue cheese. Smells so good. We're thrilled to announce that our next analysis will be on this award-winning film directed by Sam Mendes like never before, Skyfall. To tell you more, here's Pete. Merci Tim, je te kiffe. Love you more. Ok, calme-toi. Like never before. Dis Siri, est-ce que Tim Cook peut fermer sa gueule? We've got one more thing. Parfait. À nous. Alors j'ai choisi ce film pas uniquement parce qu'il fallait quelque chose de grand public et de relativement récent, mais surtout parce qu'un des nombreux intermittents du spectacle qui fait partie de l'équipe technique a dit à mon assistante en parlant de moi: c'est chelou l'intervenant, on dirait trop que c'est Philippe de Villiers mais avec le style d'un méchant de James Bond. Ce modeste saltimbanque subventionné a très vite compris à qui il avait affaire. Alors 007, on se sent cosmopolite? On trempe son pénis très chrétien dans de multiples partenaires sans songer à se reproduire? Ici, en plus de l'aspect scénaristique, on va surtout voir ce que peut symboliser l'espace et donc la direction d'acteur. Sam Mendes venant du monde du théâtre à la base, il n'est pas étonnant que cette séquence soit particulièrement maîtrisée et efficace. Vous verrez que c'est une simple scène de discussion qui aurait pu avoir lieu derrière un banal bureau, mais il en a été décidé autrement pour que cela puisse servir le récit et rendre la séquence en question plus palpitante. On va faire un rapide contexte de la production en 4 points. Premièrement, c'est le 3e film de Craig dans le costume de l'agent et le 23e de toute la saga. Skyfall est d'ailleurs sorti pour les 50 ans de l'anniversaire de la série cinématographique de l'espion anglais qui a commencé en 1962 avec James Bond contre Dr No. Deuxième point, genèse compliquée. Après un second opus qui, en raison de la grève des scénaristes de 2008, était bien en dessous de la qualité de Casino Royale, il fallait relever le niveau. D'autant que ça donnait du grain à moudre à une partie de ces fans chétifs de la saga qui détestaient Daniel Craig parce qu'il était musclé, blond et aux yeux bleus. Dans ce cas, imagine le mal que je vais leur faire quand je vais sortir mon remake de Kirikou avec un Suédois dans le rôle titre. Non mais c'est pas facile de faire évoluer les mentalités, hein. Pour l'instant les espèces en voie de disparition, apparemment les gens n'ont encore rien à foutre. Je m'en suis rendu compte parce que 6 ans après avoir lancé l'association Un Rien mais pas bon à rien, je n'ai reçu qu'un virement de 8 € d'un certain Henri de Lesquin. Troisième point, production compliquée. La MGM, qui produisait le film, a connu d'énormes problèmes financiers qui ont retardé la mise en chantier du film qui avait initialement commencé en 2010. Et quatrième point, positif cette fois-ci, Daniel Craig réussit à convaincre Sam Mendes de réaliser le film et c'est du coup la première fois qu'un cinéaste oscarisé s'attaque à la saga. Et Xavier Bardem pour jouer le méchant Silva. Oui, ça me saoule de transformer les J en R pour faire plaisir aux Maghrébo et Spingouins. C'est la rota là, mais tu l'as pas. T'as raison Jala, et je cherche pas à la voir. Puis d'autres noms arrivent, dont John Logan au scénario, Ralph Fiennes ou encore Albert Finney au casting. Ça commence enfin à sentir bon. Contexte de la séquence. Bond enquête sur un attentat qui a été commis contre le MI6 et ébranle considérablement l'autorité de M, sa directrice. Vous savez, c'est la toute petite femme aux cheveux courts désagréable parce qu'elle est frustrée d'être ni un mec ni un des nombreux avions de chasse qu'enchaîne son employé. Ce dernier a d'ailleurs du mal à se remettre en selle car au début du film, lors de son habituelle scène pré-générique, on le voit mourir. Bon d'ailleurs c'est pas volontaire, hein, c'est une erreur de sa coéquipière qui a pas été foutue de tirer correctement. Ouais man. Et qui sera curieusement réorienté vers un poste de secrétaire. Je suis assez choquée, oui. La première heure du long métrage montre donc un Bond blessé, usé, dépassé, plus haut niveau, et qui ne boit plus d'alcool pour passer un bon moment en société, mais plutôt pour oublier ses déceptions, ses échecs et l'état du monde qui est en train de devenir le bac à sable géant des pires fils de pute qui le peuplent. En fait, le point de départ de cet épisode montre que James Bond, comme le MI6 et sa patronne, ne sont plus que les ruines symbolisant l'ancien monde. Celui où les hommes étaient masculins, les femmes étaient féminines et où les ados fermaient leur gueule. Tel un quinquagénaire sur le marché du travail, James Bond doit donc de nouveau faire ses preuves et montrer qu'à l'heure où l'on pilote des drones depuis un ordinateur, les agents de terrain ont encore une utilité, quoi qu'en disent les espèces de flaques incapables de faire 10 pompes. Donc pour lui c'est ça, ou vendre des glaces à Disneyland. Et comme avec sa tête de semi-Ruskov, il n'arrive pas à décrocher un sourire autrement qu'en brisant les nuques de Colosse, bah attirer des enfants ça va être un peu compliqué si tu veux. Déjà James Bond quand il est sur un ordi, s'il paraît toujours en stress, c'est pas à cause d'un compte à rebours qui lui met la pression, c'est parce qu'il supporte pas avoir l'impression de faire un boulot d'homme soja du tertiaire. Il se met à paniquer parce qu'il se dit « Putain mais quand est-ce que j'éclate la gueule d'un gosse contre un lavabo là? C'est chiant !» Déjà, lire ses mails le sale temps si tu veux. En général, il sélectionne tous les messages non lus là,
puis il fait répondre à tous, Osef, c'est qui la cible? C'est comme quand ton daron descend sous les injonctions de ta daronne pour te filer les coups de charentaise dans les épaules. Il s'en bat les couilles de connaître l'histoire de qui a fait quoi. Ce qu'il veut, c'est choper ton grand frère par la ceinture et te le catapulter dessus en visant les dents, parce qu'il a lu trop de mails au bureau et que ses collègues le dépriment. Bref, James Bond revient ensuite peu à peu à la vie lorsque celle qu'il a tuée le débarrasse de sa barbe d'alcoolo négligée en lui redonnant le visage de 007. Et après, tout l'attirail est retrouvé dans la séquence suivante, le smoking, la musique, le casino, la réplique fétiche Bond James Bond, le vodka martini, le gadget la baston et la James Bond girl. D'ailleurs, il y a une phrase qu'on entend à 2 reprises dans le film et qui aurait pu servir de sous-titre à Skyfall, c'est « Sometimes the old ways are the best ». On est donc dans un film qui rejette une bonne partie de la modernité, où les rois de l'époque sont des déconstructeurs aussi incultes que dangereux. On ne se contente pas de faire du fan service et de respecter les cahiers des charges, on insuffle ici une véritable thématique dans ce volet de la saga James Bond, ce qui en fait, contrairement à l'immense majorité de ses prédécesseurs, un film potentiellement oscarisable. La séquence qu'on va analyser débute au bout d'1h10, lorsque James Bond se livre volontairement aux hommes de main de celui qui a causé tant de tort depuis tout le début du film pour justement connaître son identité. À présent, on va passer à l'extrait entier, donc si vous voulez zapper directement parce que vous la connaissez et connaître mon analyse, vous le pouvez. Hello, James. Welcome. Do you like the island? My grandmother had an island. Nothing to boast of. We could walk around it in an hour, but still it was a paradise for us. One summer, we went for a visit and discovered the place had been infested with rats. They'd come on a fishing boat and gorged themselves on coconut. So how do you get rats off an island? My grandmother showed me. We buried an oil drum and hinged the lid. Then we wired coconut to the lid as bait, and the rats would come for the coconut, and boing, 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 they would fall into the drum. And after a month, you've trapped all the rats. But what did you do then? Throw the drum into the ocean? Burn it? No. You just leave it. And they begin to get hungry. And one by one, they start eating each other until there are only 2 left, the 2 survivors. And then what? Do you kill them? No. You take them and release them into the trees. But now they don't eat coconut anymore. Now they only eat rat. You have changed their nature. The 2 survivors. This is what she made us. I made my own choices. You think you did? That's her genius. Station H. Am I right? Hong Kong? 86 to 97. Back then, I was her favorite. And you're not nearly the agent I was, I can tell you that. Just look at you, barely held together by your pills and your drink. Don't forget my pathetic love of country. You're still clinging to your faith in that old woman, when all she does is lie to you. She never lied to me. No? No. What did you score on your marksmanship evaluation? 70. 40. Did she tell you the psychologist cleared you for duty? Yes. No. No. Medical evaluation, fail. Physical evaluation, fail. Psychological evaluation, alcohol and substance addiction indicated. Oof. Pathological rejection of authority based on unresolved childhood trauma. Subject is not approved for field duty and immediate suspension from service advised. What is this if not betrayal? She sent you off to me knowing you're not ready, knowing you would likely die. Mommy was very bad.
Ooh. See what she's done to you. Well, she never tied me to a chair. Her loss. Are you sure this is about M? It's about her. And you and me. You see, we are the last two rats. We can either eat each other, or eat everyone else. How you're trying to remember your training now? What's the regulation to cover this? Well, first time for everything. Yes. What makes you think this is my first time? Oh, Mr. Bond. All the physical stuff's so dull. So dull. Chasing spies. Oh, it's so old-fashioned. Your niece must be killing you. England. The Empire. MI6. You're living in a ruin as well. You just don't know it yet. At least here there are no old ladies giving orders and no little gadgets from those fools in Q Branch. If you wanted, you could pick your own secret missions, as I do. Name it. Name it. Destabilize a multinational by manipulating stocks, but easy. Interrupt transmissions from a spy satellite over Kabul. Done. Rig an election in Uganda, all to the highest bidder. Or a gas explosion in London. Just point and click. Well, everybody needs a hobby. So what's yours? Resurrection. Let me show you something. Plan 1, décor planté, une salle d'ordinateur pour montrer une des spécialités du personnage de Silva, le piratage informatique. On n'est pas pour autant dans une salle ultra moderne de la Silicon Valley, mais plutôt dans une grande pièce qui ressemble à un palais abandonné. Un lieu perdu où on se dit d'emblée que le personnage de Silva s'est fait la réflexion que personne ne viendra le chercher ici. Il cherchait un trou à rats comme genre l'Espagne, mais bon, là pour le coup il n'y avait pas la tranquillité parce qu'il y avait beaucoup de gens de mauvais goût. Plan 2 à 4. Bon là c'est des simples contre-champs pour voir la réaction de Bond. Je vais pas vous les énumérer à chaque fois, vous inquiétez pas. Tous les plans ont certes une utilité, mais analyser dans les moindres détails un plan où Daniel Craig regarde le décor pour lui donner plus de sens qu'il en a vraiment, ça va. À la limite, si vous voulez vous extasier pendant 3 heures sur des trucs sans intérêt, courez à la fondation Louis Vuitton. Il n'y a que ça là-bas, vous serez comblé. Plan 5, le personnage de Silva arrive par l'ascenseur, d'en haut évidemment, comme souvent pour montrer que l'antagoniste a le dessus à ce moment-là du récit. On reste très éloigné. C'est bizarre ça, pourquoi ne pas avoir fait directement un gros plan sur son visage lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrent? Parce que le réalisateur voulait qu'on le découvre peu à peu. Après tout, il a fallu attendre 1h10, soit la moitié du film, pour qu'il se décide enfin à apparaître, l'animal. Mais Sam Mendes décide de jouer avec l'impatience du spectateur. La caméra n'avance que très légèrement, et c'est Javier Bardem qui vient vers nous en prenant tout son temps, comme un chat avec sa proie. Du coup, on se focalise sur ce que dit le personnage qui se lance dans une métaphore sur le changement de nature. En gros, il explique que c'était un ancien agent secret qui, trahi par les siens, a dévié de sa mission initiale et se retrouve à présent à affronter le MI6. Mais plutôt que de dire ça directement, parce que ça ferait très cliché, il raconte une anecdote sur des rats, animal qui est d'ailleurs souvent associé à l'image de l'espion, comme on peut le voir dans Les Infiltrés de Scorsese. Le plan s'arrête alors avec Silva déclarant à Bond You have changed their nature.
To survive us. This is what she made us. D'un point de vue scénaristique, cette réplique est importante. Quand il évoque She, il parle du personnage de M, la chef du MI6, et donc la patronne de tous les espions. Mais ce qui est intéressant avec M dans ce film, c'est qu'elle incarne bien plus qu'une supérieure hiérarchique. Il s'agit de la mère patrie, un mélange entre Elizabeth II et leur maman. D'où une relation si complexe tout le long du film entre elle et Bond, mais surtout elle et Silva, qu'il appelle plus tard Mother, espérant jouer sur la corde de la sensibilité de celle-ci pour la déstabiliser. À première vue, grâce à ce long plan, on se rend compte que le personnage de Silva dans Skyfall, c'est le frère diabolique de James Bond. Et ça se confirmera plus tard quand on se rendra compte qu'il est ouvertement bisexuel, progressiste, arrogant, considère que les nations sont un concept archaïque, il se teint les cheveux, il possède un handicap qu'il met en avant et méprise le pays qu'il est censé servir. Bref, le mec a coché toutes les cases pour être nommé ministre de Macron. En plus de ça, au niveau de son apparence, on remarquera deux éléments assez cocasses. Il porte une veste blanche et une chemise noire comme pour être le négatif vestimentaire de 007. C'est un blond peroxydé par rapport au blond naturel de Craig, comme pour faire un tacle à la bêtise des blondophobes qui critiquaient Daniel Craig pour la couleur de ses cheveux en le surnommant James Blonde. Plan 6 et 7. Si Silva est en contre-plongée, Bond n'est pas pour autant en plongée, car il essaye de rester de marbre face au numéro de son interlocuteur qui tente parfois en vain d'avoir le dessus. On peut alors considérer qu'on voit la scène du point de vue de l'agent. Plan 8 à 10. Silva ne s'assoit alors que lorsque Bond livre l'information qu'il détient sur lui. Comme on a affaire à un pervers narcissique, qui ne manque pas d'ailleurs de lui signifier qu'il était le préféré de M, il s'assoit pour lui raconter sa vie. Plan 11 à 20. Durant ses premiers échanges, Bond va essayer de toujours avoir réponse à tout et se moquer de son adversaire, lui envoyant des petites piques. Seulement, ça ne va pas durer car Silva va vite reprendre le dessus. Plan 21, on repasse sur un plan assez semblable au tout premier lors de la discussion autour des résultats de Bond, car ce décor tout entier représente son propriétaire. Silva se tient comme un professeur énumérant la longue liste des mauvaises notes de l'élève Bond. Il est à deux doigts de lui dire Écoute mon grand, tente un CAP boulangerie, parce que là, t'es pas au niveau. Qu'est-ce qui te ferait plaisir dans la vie? T'aimes ça le pain? Plan 22, contre-champ. Plan 23, le plan se rapproche de Silva pour mieux voir comment elle cherche à sonder son adversaire. Plan 24 à 25, une fois que le verdict tombe, Silva se lève car il a repris confiance et peut à présent venir titiller son captif. Plan 26, là, Bond baisse ses yeux comme les boomers qui prônent l'ouverture à l'autre, mais se sentent plus trop à l'aise lorsqu'ils croisent Kwakubé marcher sur le même trottoir qu'eux. Plan 27 à 29, cette fois-ci Silva est beaucoup plus proche de Bond car plus sûr de ses arguments. Plan 30, plutôt que d'avoir une scène de torture qui impliquerait de la violence, là on joue sur la carte de l'originalité en s'appuyant sur une des facettes les plus connues de l'agent anglais, son appétit sexuel débordant pour la jante féminine. Oui, parce que James Bond, ça fait depuis les années 60 qu'il se mangeait direct au foie, il a toujours survécu. Mais là, comment va-t-il se remettre de cette micro-agression sexuelle de la part d'un homme? Qui plus est son ennemi? On se croirait presque dans du Almodovar, et comme toujours dans ces cas-là, on est en droit de se demander, est-ce qu'Antonio Banderas ou Banderas pas? À mon âme la vie, ici ça bande. James Bond. Plan 36 à 38. Ici, ce qui est intéressant, c'est la phrase « You see, we are the last two rats. We can either eat each other or eat everyone else. » Car non seulement elle rappelle la métaphore utilisée en intro, mais en plus, en beau reflet de son époque où l'Occident souffre de deux mondialismes hédonistes et islamistes, Silva propose alors à Bond la solution Daesh ou LGBT. En gros, il a le choix entre décapitation ou enculade. On remarque notamment que les plans sur Silva sont beaucoup plus rapprochés que ceux sur Bond. Donc encore une fois, le parti pris est de montrer les événements plus du point de vue de l'agent. Plan 42, on constate que Silva, comme le dirait Igor Manhattan, est un homme d'une homosexualité excellente, une sommité du bon goût et du bien parler. En plus, c'est en vue subjective pour que le spectateur se sente directement touché et mal à l'aise. Plan 43, le réflexe de Bond, en tant que bon joueur de poker, c'est de ne pas montrer la panique ou le dégoût qui l'envahit. Plan 44, un petit bisou. Plan 45, plutôt que de répondre « désolé, je suis pas intéressé », ce qui pourrait d'autant plus exciter l'autre taré en face, parce qu'on sent que c'est clairement le genre de mec à passer ses week-ends avec un de nos secrétaires d'État habillé en latex qui lui donne des coups de cravache sur la bite en lui disant « Ne bande pas, ne bande pas !» Du coup, Bond au contraire rentre dans son jeu pour ruiner l'effet surprise et la tension sexuelle qui s'était instaurée. Plan 46, et ça marche! Silva constate que ça ne prend pas, et il se recule alors, dégoûté de ne même pas pouvoir traiter Bond d'homophobe sur Twitter en mettant Marlène Schiappa en copie. Plan 47, s'avouant vaincu sur ce terrain, il décide de libérer son prisonnier, le tout visible sur un plan large pour qu'on respire un peu. Plan 48, expression d'un mec qui a bien envie à son tour d'utiliser ses mains, mais pour autre chose que des caresses. Attention, réaction pas très gay-friendly. Je trouve d'ailleurs scandaleux que le film n'ait pas encore été censuré par la bienveillante cancel culture, peuplée de gens au QI ô combien élevé. Plan 49 à 52, Silva essaye de convaincre Bond en se montrant comme une figure autonome, une sorte de jouisseur sans entrave qui aime l'étrave. Plan 53 à 55, il fait une présentation
produits, comme pour les keynotes d'Apple, en se déplaçant de part et d'autre de sa scène imaginaire, sauf que là, il vend pas des iPhones, mais un métier qui consiste à foutre en l'air en 5 minutes ce que des gens ont essayé de construire en 5 ans, le tout sans jamais en subir les conséquences. C'est une révolution. Plan 56 à 58, Bond signifie tout son mépris pour le personnage et le métier de Silva. Plan 59, on le voit ici, le personnage de Silva, et on le découvrira plus tard, joue avec ses dents, car ce sont des prothèses qu'il porte après avoir perdu les vrais suite à l'ingestion d'un poison. En effet capturé, il avait alors tenté de se suicider avec une capsule de cyanure de hydrogène que tout agent de l'époque avait cachée dans une de ses molaires. Mais cette dernière, pour une raison inconnue, ne lui a pas procuré la fin rapide qu'il désirait, occasionnant de graves séquelles à la mâchoire. C'est un classique. Dans le cahier des charges des films de la saga James Bond, les méchants doivent tous avoir une particularité physique. On peut donc dire qu'à la fin de chaque film, James Bond règle ses comptes à des handicapés en les défonçant sans scrupule. Il existe même une version jamais diffusée de Dangereusement Vôtre où le personnage de Christopher Walken était tétraplégique et dans laquelle Roger Moore, à la fin du film, lui administrait de violents coups de talonnette dans les tempes après l'avoir fait tomber de son fauteuil roulant. Si en projection test, cette fin n'a choqué personne et s'est avérée satisfaisante voire jouissive pour la majorité des spectateurs, les producteurs ont estimé que ça représentait finalement assez peu ce qu'ils appellent l'élégance anglaise. Looking good, Eggsy. Feeling good, Merlin. Ils ont dû retourner toute une partie du film en changeant la singularité physique du méchant pour n'en faire qu'un simple albinos. Et c'est pour cette raison que, si vous regardez bien, Roger Moore fait la gueule pendant quasi chaque plan du film, car il avait adoré tourner cette scène. En signe de protestation, l'acteur principal, qui était quand même âgé de 73 ans au moment du tournage, avait même refusé de porter son dentier pendant toutes les scènes de baiser pour signifier son mécontentement. C'est d'ailleurs le dernier James Bond dans lequel il est joué. Et on dit même qu'il aurait rompu le contrat qu'il engageait à l'époque sur 16 autres films de la franchise. Plan 60, Resurrection. Non, c'est pas une réplique à Chuck Norris. En vérité, la réponse de Bond à ce moment-là est plus lourde de sens qu'on ne peut le penser au premier abord. Elle fait à la fois référence au fait que, contrairement à Silva, il préfère honorer son legs, bien que poussiéreux, en le mettant au goût du jour plutôt que de le détruire, à sa mort temporaire qu'on nous présentait au début du film, évidemment à la figure du Christ qui, lui, quand il est ressuscité, ne s'est pas vengé en devenant une merde cynique, nihiliste et opportuniste, à l'anniversaire des 50 ans de la saga, qui à ce jour est la plus longue de l'histoire du cinéma, et qui, pour durer, a su à chaque fois se réinventer grâce à différentes incarnations. Et on pourrait parler aussi des problèmes financiers de la MGM qui ont fait y mettre un terme aux aventures de Daniel Craig dans le rôle de l'agent secret. Plan 61. Silva est désolé de cette réponse qu'il considère comme étant une énième obstination ridicule de la part de Bond. Plan 62 à 63. La séquence se termine par un Bond qui disparaît entre deux hommes de main qui viennent recouvrir l'écran comme les rideaux le feraient d'une scène de théâtre. Voilà tout ce qu'on pouvait dire de cette simple séquence bien plus riche qu'il n'y paraît. En tout cas bien plus que certaines scènes d'autres films de la saga Bond que d'autoproclamés fanboys adultes parce que leur religion douteuse leur fait préférer d'anciens interprètes à de bons films. Donc si tu considères que les films avec Pierce Brosnan étaient bien meilleurs que ceux de l'ère Craig, je t'invite à te désabonner, à planter ta bite sur une table avec un clou et à demander à ta mère de te tirer en arrière. Quant à ceux qui se lavent plus les yeux avec de l'eau qu'avec du tabasco, je vous dis à la prochaine. Creusez l'écart, levez le menton, c'était Pierre Carré alias ce prod. Ciao. Touche pas mon fusil! T'as plus besoin de ton fusil. J'ai mon permis de chasse. T'as plus besoin de ton permis de chasse non plus. Et si je viens traîner mes grolles par ici, c'est parce que c'est mon chemin pour aller voir ta femme. Et on va pas tarder à se mettre au lit tous les deux. Et elle va me donner à moi ce qu'elle t'a jamais donné, pauvre con. Bouge pas! Les Africains, ce qui leur fait peur, c'est une mort ennuyeuse, comme ils disent. Sur un lit d'hôpital, par exemple. Avec des toubibs et des bonnes sœurs. Et même le curé. Eh ben toi, Marc Caillou, t'auras pas une mort ennuyeuse.